Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit précédemment, hein. Le rapport, on en avait déjà parlé un petit peu avec Mickaël et Théo. D'ailleurs, tous les précédents lives, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On a fait une playlist qui s'appelle Live, sur laquelle vous retrouvez tous les précédents lives qu'on a déjà effectués. Et comme ce qu'on fait depuis le départ sur cette chaîne YouTube, quand même depuis août 2018, le contenu qu'on présente, c'est pas un contenu qui devient obsolète à partir du moment où il est publié, parce que finalement, on fait pas de trading, en fait, hein. C'est vraiment des modèles long terme, analyse long terme, investissement long terme, etc., etc. Donc, c'est pas parce que vous allez regarder un live qu'on a effectué il y a 3 semaines que ça sera obsolète. Il y aura peut-être quelques prix qui seront plus à jour, mais globalement, notre vision, elle reste toujours d'actualité avec des vraies informations qui sont intemporelles. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les précédents lives. Vous allez apprendre, à mon avis, énormément de choses. Alors, des fois, c'est des lives qui durent plus de 3 heures. Plus Donc, de si vous 2 voulez heures. vraiment Ouais. apprendre, n'hésitez pas, quoi. Donc là, en fait, sur Glassnode, donc c'est, on va dire, le leader on-chain, d'analyse on-chain, hein, Glassnode, clairement. Et donc, ils font souvent des rapports super intéressants. Donc là, c'est pour le Q2 de 2024. Et vous avez ici la superposition des différents cycles, donc le cycle de 2018, 2022, 2015, 2018, etc. Et donc, on voit là, en courbe en noir, c'est le cycle qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, et que pour l'instant, on est clairement en fait dans ce qui s'est fait peu ou prou par rapport aux années précédentes. Alors, sans doute que les rendements exprimés en pourcentage entre le plus bas et le plus haut seront plus faibles de cycle en cycle. D'ailleurs, sur ce cycle, à mon avis, ce sera encore plus bas que ce qu'on a eu sur le cycle précédent. Mais voilà, à voir avec l'arrivée des ETF, peut-être que ça changera la donne, mais à mon avis, ce ne sera pas le cas. Mais Bah, là, il y a déjà, beaucoup sur le cycle qui était en vert, on a tapé le plafond des 2000%, alors que sur le cycle en bleu, qui était celui de 2014 à 2017, c'est on était à plus de 2015-2018, 10 mais 000. globalement, voilà, on était à plus de 6000%. Donc, on Ouais. voit qu'avec le temps, ça commence à se tasser doucement. Et peut-être que cette fois-ci, on ira taper uniquement un 400%. Ou un 400 ou à 800%. 800, C'est ça, hein. exactement. Ouais. Donc, à voir un peu comment ça va se passer. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a parlé au début avec les crypto bubbles, hein. La plupart des gens, en fait, qui paniquent, c'est des gens qui ont acheté en pleine euphorie, en plein FOMO, qui ont acheté les bougies vertes. Et c'est ce qu'on vous répète depuis maintenant des années sur cette chaîne, et on continuera de le faire. Si vous investissez correctement, vous achetez plutôt la dépression, les bougies rouges, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment, hein. Il y a très peu de chances que vous vous retrouviez en fait dans des positions compliquées, et que si à un moment donné il y a une correction, parce que celle-ci elle était très largement attendue, d'ailleurs pour moi c'est même pas encore terminé, au final vous pouvez profiter de ces périodes-là pour pouvoir re-rentrer sur le marché, et puis pas vous faire sortir complètement de position en espérant pouvoir racheter plus bas, parce qu'en général ça se passe très très mal. Donc là, je vais continuer un petit peu plus sur le rapport. On vous avait parlé notamment de l'indicateur Fear and Greed Index, qui est un indicateur on-chain aussi qu'on peut être capable d'analyser, et qui montrait typiquement que là, on était dans une période de surchauffe importante, hein. Quand on est dans la zone en verte, en général, regardez sur tous les cycles précédents, c'est pas quelque chose de très durable. Alors, quand on est sur la phase euphorie, ce qui a été le cas en 2017, où si je zoome vraiment ici, on voit qu'on a un pic Un en petit mèche bleu. bleu, ouais. Voilà. Sur les cycles précédents, on l'a eu aussi, mais vous voyez que sur le dernier cycle, on n'est même pas arrivé dans la phase entre guillemets euphorique, quoi. Par contre, je vais essayer de rezoomer un petit peu, euh, on est quand même allé dans la zone verte pour la première fois. Et comme ce qu'on a eu sur le cycle de 2018-2019, on a eu toute la progression ici après la reprise du bull run, avant la crise sanitaire de mars 2020. Mais on voit que c'est pas durable en fait. Avoir une progression aussi importante, c'est pas durable. Il y a forcément une latéralisation, faire sortir tous ceux qui veulent devenir riches rapidement pour repartir sur la tendance haussière. Et pour moi, aujourd'hui, on est clairement dans ce cas de figure. À mon On avis, est j'aimerais enfin bien. repassé en phase jaune, là, aujourd'hui. Voilà, c'est On ce est que à j'allais dire. 50, 52. Pour moi, on est dans la phase jaune. J'aimerais bien qu'on aille dans la phase orange, voire rouge. Ça serait même très bien. Alors, la rouge, pour moi, c'est si jamais on a un Black Swan, peut-être avec le pivot de la Fed, si jamais il y a une grosse panique sur les marchés financiers, quand tout le monde vous dira c'est pourri, ça sert à rien, ça va aller à zéro. En bull run comme ça, moi, c'est généralement là où je re-rentre fortement. Voilà, je continue de faire mon DCA. Et on a encore une partie de stablecoin avec Mickaël en portefeuille, que ce soit avec notre portefeuille d'entreprise ou nos portefeuilles personnels. Mais voilà, on a eu une correction qui était attendue. Je ne pense pas que ce soit encore terminé. Idéalement, j'aimerais bien qu'on aille toucher la zone en orange. Si c'est la zone rouge, là, je rentre, je ne cherche même pas à comprendre. Ça, Je c'est vais un avoir. des indicateurs, hein. Il ne faut pas se fier uniquement à cet Exactement. indicateur-là. Là, quand on vous en parle, regardez, le rapport, il fait une quarantaine de pages. On n'en prend que quelques-uns. Et après, c'est juste des faisceaux d'indices qui vont vous dire, bah là, on est plutôt dans une tendance haussière, d'euphorie, baissière, on est plutôt en train de latéraliser. Et c'est voilà, il ne faut pas se baliser uniquement sur un indicateur, comme peuvent le faire certaines personnes, et prendre des décisions directes à partir de ça.
Exactement. D'ailleurs, nous, à titre personnel, avec Mickaël, on regarde presque une cinquantaine d'indicateurs. Il y a tout un outil qu'on a développé sur Crypto Investisseur et même qu'on va présenter prochainement là, dans le programme d'accompagnement, où ça va être un peu comme l'outil d'analyse fondamentale, hein. C'est-à-dire que ça va être sous forme de probabilité. L'objectif, c'est pas de comparer des carottes avec des choux, hein. Si vous prenez un projet crypto, vous allez avoir des données qui soient reproductibles, faire une analyse fondamentale sur le Bitcoin, bah, que vous puissiez utiliser ces mêmes outils-là pour analyser de l'Ether, du Solana, etc., etc., et faire votre analyse fondamentale. Là, pour les stratégies, par exemple, d'entrée et de sortie, il y a tout un tas de critères qu'on analyse de notre côté et qui ne sont pas que des critères on-chain. Parce que tous les critères d'analyse technique on-chain, c'est souvent des critères qui vont avoir du retard d'une certaine manière. Et c'est difficile de pouvoir sortir un pattern. Donc, il y a des critères macroéconomiques, il y a des critères fondamentaux, il y a des critères techniques on-chain, il y a des critères aussi empiriques qu'on va être capable d'analyser et d'observer. Et tout ça va nous permettre de nous dire, OK, est-ce que au niveau probabilité, si on a 50 indicateurs, ou 45 indicateurs sur les 50 qui nous disent qu'on est en surchauffe, bah là, il y a une probabilité importante qu'on soit en surchauffe vis-à-vis du marché. Donc, pourquoi pas prendre des bénéfices ou sortir une partie de nos positions. À l'inverse, si on a sur les 50 indicateurs, on en a, je sais pas, uniquement 10 qui sont dans le positif, bah, peut-être pour continuer de faire notre DCA. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on présente dans nos programmes de formation, mais c'est pour vous dire, comme ce qu'elle a dit et comme ce qu'a évoqué Mickaël tout à l'heure, qu'il ne faut pas que vous basiez uniquement sur un seul et unique critère pour prendre vos décisions, parce que vous pouvez vous tromper. Et puis, on a aussi pas mal de faux signaux. Autre chose importante, c'est le MVRV Z-score qu'on avait évoqué la dernière fois, mais là, globalement, en fait, à chaque fois qu'on se situe, quand vous allez en dessous, en fait, que le prix va en dessous de cette moyenne, donc le MVRV, en général, là, on est sur des super moments pour pouvoir re-rentrer. Et là, globalement, bah, on voit qu'on était au-dessus, on était sur des bornes importantes vis-à-vis du MVRV, d'où l'intérêt d'avoir on va dire, une correction et surtout au niveau des mêmes coins, parce que là, on a eu une progression trop importante sur les mêmes coins et même au niveau de Solana. Pareil sur les BTC Long Term Holder. Donc, voir les holders long terme, là, on avait commencé à toucher en fait la barrière haute, en fait, presque le même niveau de prix qu'on avait au plus haut de 2021. Bah là, en fait, on était venu toucher la borne supérieure. Moi, ce que j'aimerais, un peu comme le Fear and Greed Index, c'est d'aller retoucher en fait la borne inférieure, orange, voire la verte. Mais la verte, j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'on ira la retoucher. Par contre, de redescendre, et là, je pense d'ailleurs que ça a été le cas, hein, de redescendre et d'aller peut-être retoucher cette zone-là pour réaccumuler du BTC, si jamais vous souhaitez le faire, pour moi, c'est un point super important. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont présentés sur Glassnode. Je ne vais pas tout vous les présenter ici. Moi, ce que je voulais. Le rapport, je te coupe une seconde parce qu'en fait, Ouais. je vois les questions dans le chat. Le rapport, il est disponible dans la description. On vous a mis le lien directement. Vous mettez votre Ouais, mail, c'est un rapport qui est accessible gratuitement. Et après, ils vous donneront le lien pour y accéder. exactement. Il y avait tout un tas de graphiques que je voulais vous présenter, parce qu'on avait parlé on a parlé de Bitcoin, mais l'Ether, vous avez remarqué quand même que les performances de l'Ether depuis le départ sont pas exceptionnelles, quoi. Pour le coup, il n'a même pas encore dépassé son précédent plus haut. Ceux qui ont acheté de l'Ether à 4 500 $ au précédent cycle, aujourd'hui, s'ils n'ont pas rechargé, ils sont encore dans le trou, quoi. Donc, c'est pas parce que vous avez acheté des projets qui n'ont pas encore performé que ce sera pas le cas dans les prochaines semaines, mois, /années. Et en fait, le gros indicateur précurseur d'une forte alt season, en général, c'est l'Ether. Souvent, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin dépasse son précédent plus haut, dépasse largement son précédent plus haut, parce que là, on l'a dépassé, mais très brièvement. On ne l'a pas dépassé largement, pour ensuite avoir cet argent-là, une grosse partie des bénéfices qui va aller sur de l'Ether, pour ensuite aller sous forme de cascade, aller sur le top 10, et puis après, directement sur l'alt season. Mais ça vient plus tard. Donc, c'est important de voir en fait ce qui se passe sur l'Ether pour après essayer d'identifier où est-ce qu'on pourrait se situer dans le cycle. Et puis pour la majorité d'entre vous qui sont quand même plutôt exposés sur des altcoins, voir la santé de l'Ether, c'est ce qui pourra aussi nous indiquer une performance intéressante et une alt season intéressante dans les prochains mois / années. Là, le Fear and Greed Index, il suit littéralement le cours de l'Ether. C'est hallucinant. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, si vous voulez accumuler, pour ceux qui veulent pas trop prendre des risques super importants et qui nous demandent est-ce qu'il vaut mieux accumuler du Bitcoin ou de l'Ether, même sur ces niveaux de prix, si vous avez un horizon de temps long terme et si vous voulez maximiser vos performances et accepter aussi un risque plus élevé, accentuer éventuellement vos
vos prises de position éventuellement sur l'Ether. Voilà. Moi, en général, ce que je dis, c'est que sur un cycle, l'Ether a tendance à surperformer le Bitcoin de 3 fois sur un cycle complet, sur une période à peu près de 4 ans. C'est ce qu'on a vu historiquement parlant. Sans doute que ce sera le cas même ce cycle-là, parce que je pense que le prochain ETF qui arrivera, ça sera sans doute sur l'Ether. Je vois pas un ETF arriver sur Cardano ou sur Polkadot et pas sur l'Ether pour le coup. Donc, Le pour moi, test ça spot, sera effectivement, c'est celui qui a été ouais, annoncé. Après, pour ouais, l'instant, il a été un petit peu repoussé. Et dans les éléments qu'il faut également prendre en compte, il y a toujours eu des ratios entre le BTC et l'Ether, avec en général, au début, c'était une parité 1 pour 10, après on est descendu à 1 pour 8. Et donc, voir là, ce prochain bull run, à combien on va avoir une parité, mais ça peut vous donner aussi un ordre d'indication de savoir si l'Ether ou le BTC est surévalué par rapport à l'autre actif. En tout cas, aujourd'hui, quand on regarde les graphiques, on n'est pas dans une période de capitulation comme on l'a été quand il y avait le crack de Luna, Celsius, FTX et tout ce que vous voulez. Là, on est sur un niveau plus important, mais on est encore sur une zone d'accumulation super intéressante en fait pour les prochaines années. D'ailleurs, c'est exactement la même chose ici. On a eu une surchauffe à un moment donné sur le court terme là sur le marché. D'ailleurs, je pense que là, on est reparti un petit peu plus bas parce que beaucoup de gens étaient en profit parce qu'ils avaient profité des périodes de baisse pour réaccumuler. La zone en bleu, en fait, que vous voyez ici, la courbe en bleu, c'est le pourcentage de personnes, en fait, globalement, qui sont en profit. Quand vous êtes sur la zone ici en verte, c'est qu'il y a plus de gens qui sont en profit que de personnes qui ont perdu de l'argent. Et vous, votre objectif, c'est d'acheter dans des périodes de capitulation. Donc, quand on descend en dessous de la barre en rouge, quoi. Quand on est ici, en Dans les 2023, barres rouges. voire même en 2022, c'est que la plupart des gens, en fait, sont en négatif, perdent de l'argent. Donc, vous voulez acheter justement la dépression, la perte, d'où l'intérêt d'acheter dans ces moments-là. Là, En on a fait, eu une à ces progression moments-là, quand nous, même de on a l'Ether. 50 viewers. Voilà. Voilà. Ah ouais. Mais même moi, hein, Il y même a ça moi, hein. aussi. C'est que quand il y a des belles bougies vertes et des belles barres vertes, on est à 200 personnes en live. Et quand il y a des belles bougies rouges, on se retrouve à 30 personnes. Et alors que c'est le moment, effectivement, où il faut faire les meilleures opportunités. C'est le moment où vous gagnez littéralement de l'argent, en fait, hein. Exactement. Bah, en fait, tu gagnes de l'argent à partir du moment où tu achètes. Le Oui, profit, tu le c'est fais au ça. moment où tu l'achètes. Exactement. Il y en a beaucoup qui disent c'est au moment où tu le vends, et je suis d'accord aussi d'une certaine manière, parce que sinon, ça reste des plus-values latentes. Mais ton prix d'achat, c'est vraiment ce qui va être le plus important, hein. Acheter ton bitcoin à 120 000, ça sera très Ça dépend quel compliqué de horizon de temps ressortir tu avec as. des bénéfices. Et ouais, aussi, ouais, aussi. Voilà, c'est que tu achètes à 120 000, mais dans 15 ans, il a 1 million. Ça fait une plus-value qui est assez intéressante. Et la majorité des gens sont pas comme ça. Ils achètent à 120 000, ils achètent le top, et après, ils revendent le bottom quand ça sera à 45 À 000, quoi. En 40. général, Exactement, voilà. c'est ça. En général, c'est ce qu'ils font, les gens, hein, donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que comme ce qu'on a observé en fait tout à l'heure avec le Bitcoin, au niveau des rendements, le ROI qu'on vous a montré de cycle en cycle, euh, ça vous montre typiquement que de cycle en cycle, on a une diminution des rendements espérés et attendus, et donc une diminution de la volatilité, ce qui est tout à fait normal. Et on remarque également la même chose avec l'Ether, c'est-à-dire que l'Ether, c'est quand même plus récent que le Bitcoin. Mais là, depuis ces dernières années, on a quand même une tendance baissière qui se dessine avec une volatilité qui diminue au fur et à mesure du temps. C'est normal parce qu'on a un marché qui mature. On a des utilisateurs aussi qui commencent à comprendre un peu plus pour une minorité d'entre elles aujourd'hui, mais quand même une partie des utilisateurs commencent à comprendre ce sur quoi ils investissent. Et donc, on a aussi l'énergie économique nécessaire pour faire varier le prix qui est de plus en plus importante. Donc, c'est normal que la volatilité diminue et c'est plutôt rassurant aussi parce que on parle de plus en plus de valeurs refuge pour le Bitcoin, pour l'Ether. On parle du pétrole digital parce qu'on a besoin de cette utility token pour utiliser sur la DeFi, pour faire du NFT, pour faire tout un tas de choses. Et donc, ça reste une commodities aujourd'hui comme une matière première qui sera de plus en plus utilisée. Et je pense que ça, c'est vraiment une psychologie à comprendre que la volatilité que vous avez aujourd'hui et les rendements que vous avez aujourd'hui seront pas forcément ceux auxquels on sera qu'on sera amené à avoir dans les prochaines années. Forcément, ça sera amené à Ah, diminuer avec le temps. en tout cas, pour ces classes d'actifs-là, et pour BTC Ether particulièrement. Et après, il faudra prendre plus de risques pour avoir plus de rendement. Et c'est déjà le cas à l'heure actuelle. C'est que si vous Mm. investissez sur des altcoins autres que l'Ether, c'est que vous pensez que vous allez surperformer, mais du coup, vous prenez également plus de risques. C'est toujours lié, hein. Exactement. Plus vous prenez des risques, plus potentiellement il y a du rendement. Et des fois, il y a que du risque aussi, accessoirement. Quand vous investissez sur des shitcoins, vous prenez 100% de risque et avec un potentiel rendement qui est hyper bas.
Là, au niveau du MVRV que je vous ai présenté tout à l'heure pour le Bitcoin, on voit que pour l'Ether, en fait, à la même période, sur 2022, à début 2023, en fait, on était sur une période de capitulation. Pile au moment où on continuait aussi de faire des lives et de vous dire ouvertement sur YouTube qu'on était sur une période de capitulation et que nous, on commençait à rentrer sur le marché. Là, comme d'habitude, à chaque fois, quand on est en période baissière, on se fait insulter et on nous dit que c'est pourri, qu'il ne faut pas investir, qu'on arnaque les utilisateurs en disant ce genre de choses. Finalement, ça a été le cas en 2018 où on est rentré presque au plus bas du cycle. Ça a été le cas sur cette année où on est rentré presque au plus bas. Le cycle précédent, on est sorti en euphorie en 2021 où on expliquait aux gens que du BNB à 500 dollars, c'était pas tenable, que du Cardano à 3 balles, c'était pas tenable. Là, pareil, on s'est fait insulter en nous disant qu'on n'avait rien compris et que c'était pas le moment de sortir. Voilà. Faites attention à qui vous écoutez clairement sur le marché parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent clairement pas ce qu'ils disent. Beaucoup de gens aussi ont zéro résultat en crypto. Donc, regardez les personnes qui sont là en boule, mais surtout aussi en bear. Parce qu'en boule, vous allez avoir plein de gens qui vont popper comme des shitcoins. Qui vont se reconvertir. Exactement. Ah bah, le nombre de personnes qu'on voit se reconvertir en bull run à chaque fois, c'est assez drôle. Et de voir les discours qu'ils tiennent, c'est à mourir de rire. Après, ça l'est beaucoup moins pour les débutants qui vont se faire manger par eux, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai vu un commentaire des fois qui m'a fait rigoler, où justement, on commence à avoir les premiers qui commencent à revenir en disant ouais, vous êtes comme les autres influenceurs, vous avez qu'à aller à Dubaï. Mais les gars, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, s'il vous plaît? Il y a zéro rapport. Ça fait juste 6 ans qu'on est là, qu'on vous partage des vidéos, qu'on est là en bière, qu'on est là en boule, qu'on essaie de vous prévenir à chaque fois en vous disant prenez le temps de faire vos propres recherches, d'avoir vos propres décisions et de ne pas suivre uniquement une personne. Et on se retrouve là-dedans. Tu dis bon, ok, super. Après, de toute façon, comme on disait, tu pourras jamais te prémunir de ça. Il y aura toujours des gens qui vont juger rapidement et tout. Après, on sait que la majorité, qui est quand même une majorité silencieuse, mais la majorité des gens aujourd'hui qui nous suivent ont compris l'intérêt de ce qu'on fait, ont compris aussi l'intérêt de se former, de se poser des questions, de faire confiance à personne, et ont compris aussi que la crypto, ça offre d'énormes opportunités, mais il y a aussi des risques qui sont super élevés. Donc, c'est pour ça que c'est pas un truc, on peut pas vous faire une vidéo en 10 minutes en vous disant voilà le top 10 des cryptos à investir. Parce qu'encore une fois, c'est ce genre un truc qui marche pas. Les gens recherchent ça, mais ça marche pas, tout simplement. Bah, ça marche en termes de nombre de vues, mais ça marche pas d'un point de vue investissement. Exactement. Bon, après, il faut savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller sur des trucs où vous voulez avoir plus de vues, de l'engagement et trouver la solution de facilité et vous faire rect à la fin, pas de souci. Ça, du contenu comme ça, il y en a plein sur Internet. Mais nous, ça fait depuis 2018 qu'on garde cette ligne directrice et on va continuer de le faire parce que c'est super important et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. C'est comme ça que nous, on a réussi à gagner de l'argent et c'est comme ça que vous allez réussir à le faire. Autre point important, c'est qu'on voit que la quantité en fait, d'Ether qui est stacké n'arrête pas d'augmenter. Et d'ailleurs, je montrerai un deuxième rapport qui est celui de CoinGecko, qui est super intéressant, qui vous montre en fait la quantité d'Ether qui sont brûlés par rapport au nombre d'Ether qui sont mis en circulation. Et on voit qu'à partir du moment où il y a une recrudescence du marché, où il y a une augmentation du cours, forcément les frais de gaz augmentent, il y a plus d'Ether qui sont brûlés. Et globalement, on arrive sur des périodes quand on a de la demande sur le marché où même l'Ether devient déflationniste, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Il y a des gens qui disent le Bitcoin est déflationniste. Non, il est inflationniste. Il y a de plus en plus de Bitcoin en circulation. Et à un moment donné, ce sera capé à 21 millions. Mais l'inflation diminue et divisée par 2 tous les 4 ans avec les épisodes de halving. Mais il y a toujours une inflation. L'Ether, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que des fois, on est sur une inflation qui est positive, mais des fois, on a de moins en moins d'Ether en circulation de par le fait qu'on a un burn plus important avec le IP 1559 par rapport à la rémunération des validateurs et la mise en circulation des nouveaux Ethers. Donc ça aussi, ça énormément fait parler. Attends, juste reviens sur le graphique qui est au-dessus parce qu'il y a un élément que je trouve assez intéressant. C'est qu'en fait, avant la mise à jour Shanghai, toutes les personnes qui stackaient avaient leurs fonds qui étaient bloqués. Donc, il y avait une certaine réticence à aller bloquer les fonds et franchement, je le comprends. Et aujourd'hui, on a un pic pour moi qui n'est pas forcément lié au cours de l'Ether, mais qui est plutôt lié aux solutions de restacking avec, par exemple, des solutions comme EdgeLayer, où vous avez la possibilité d'obtenir des rendements qui sont plus importants. Parce que bloquer un Ether pour obtenir 3% de rendement, ça apporte un certain niveau de risque qui ne vaut pas forcément le coup si vous avez 1 ou 2 Ethers à placer. Et aujourd'hui, avec les solutions de restacking, on peut monter à un pourcentage qui est plus élevé en prenant bien sûr une couche de risque supplémentaire. Et je pense que c'est surtout ça qui a augmenté en fait le pourcentage d'Ethers stackés globalement. Par contre, en contrepartie, c'est que d'avoir peu de plateformes qui permettent de faire du liquid staking parce que il y a aujourd'hui pas non plus énormément de personnes qui ont leur propre nœud parce que ça a une certaine complexité technique
et puis il faut avoir 32 Ethers, chose que tout le monde n'a pas forcément. Ça apporte également une certaine centralisation, qu'il est important de prendre en compte. Et tout à l'heure, on parlait de décentralisation. Avoir des plateformes comme le Stack Ether, j'ai perdu le nom de la plateforme, Bah, Lido, Lido. qui détiennent quasiment 30% des Ethers qui sont stackés. Ça, c'est une problématique de gouvernance, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de solution miracle et chaque solution qui va apporter de nouvelles fonctionnalités va engendrer des conséquences qu'il va falloir accepter ou qu'il va falloir modifier d'un point de vue changement de code ou adoption ou autre.